Bonjour à tous, bienvenue sur la page Destinée de Juriste, le média qui démocratise le droit, son actualité et ses professions. Aujourd'hui, on est en présence d'Exaucé qui va se présenter. Mais avant tout, je tiens juste à préciser que Destinée de Juriste est présent aussi sur Instagram, donc Destinée de Juriste, sur LinkedIn également. Et vous avez également l'agence Destinée de Juriste qui dispose des prestations de services en communication digitale pour les avocats. Donc n'hésitez pas à faire appel à nos services. Ok, donc je m'appelle Exaucé, je suis étudiante en droit actuellement. Je fais aussi du mannequinat en métier, donc je vais étudier, on va dire ça comme ça. Et je fais de la création de contenu sur Instagram afin d'aider les personnes à comprendre et à intégrer ce milieu qui est très fermé. Déjà, quelle matière et filière tu as choisi au lycée? Alors moi, j'ai fait une scolarité générale, on va dire ça comme ça. Par la suite, je me suis spécialisée en SVT, donc rien à voir avec le droit. Et donc j'ai eu mon bac S. Et par la suite, je me suis lancée dans une licence de droit. Je dis ma fac tout de suite ou... Oui, tu peux. Dans le ça Sorbonne Paris Nord au campus de Villeneuve. Ok, trop bien. Ouais. Bon bah c'est déjà la deuxième femme de France, donc on est bien. Est-ce que en parallèle de ta licence, du coup, tu as fait des engagements associatifs, des stages ou tout simplement des expériences professionnelles? Alors comme association, je ne sais pas si je peux caractériser ça comme ça, mais je fais partie du conseil jeunesse de ma commune. Donc ça va être un peu plus politique, beaucoup plus axé sur la politique. Donc ça conjugue le droit administratif et politique. Et donc j'aime beaucoup ça parce que je pense que ça permet vraiment déjà d'être en adéquation avec ma commune, d'aider ma commune et de donner mon avis sur la jeunesse, sur comment est traitée la jeunesse ou même sur les alternatives qui peuvent être emmenées afin d'améliorer les choses. De ne pas seulement rester passif, mais de faire partie du mouvement actif de ma commune. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permet de faire entendre sa voix. Donc j'aime beaucoup. Et les stages, oui, déjà dès la troisième, j'ai fait mon stage de troisième d'insertion professionnelle. Je l'ai fait au sein d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. Et j'ai fait mon deuxième stage en cabinet d'avocats, encore une fois, cette fois-ci plus spécialisé sur le droit des affaires publiques. Ok. Droit des affaires publiques, mais je fais aussi beaucoup de droit des étrangers au sein de ce cabinet-là. Ok. Et il y a une discipline que tu as préférée ou pas? Enfin, une filière de droit Dans mon message? Ouais. Aucune. Ok. C'est pour ça que j'aime beaucoup les stages, parce que je trouve que ça permet de te faire une idée, parce que souvent on a le rêve et la réalité. Exactement. Et je me suis rendu compte que c'était juste du rêve. Alors, ça me permet d'être quand même fixée. Ok, vous n'avez pas les atomes crochus avec eux, c'est génial en tout cas. Et est-ce que tu as des conseils à donner aux étudiants en droit justement, notamment en licence, pour réussir à, je dirais d'une certaine manière, matérialiser ce qu'on fait à la fac? Parce que la fac, mine de rien, quand on est en stage, on se rend compte que c'est ultra théorique et que la pratique du droit n'est pas forcément la même que celle qu'on apprend en ayant le code civil en partiel. Pas du tout. En fait, ça va vraiment être de s'intéresser aux choses en dehors. Parce que comme on l'a dit, il y a la théorie, il y a la pratique, et la plupart du temps, la pratique n'a rien à voir avec la théorie, et ça dans tous les domaines. Donc ça va vraiment être d'essayer déjà de faire des stages. C'est beaucoup plus facile que ce que l'on croit. On donne vraiment cette impression que quand on est en L1, en L2, personne ne va vous prendre, c'est faux. Il y a beaucoup plus d'opportunités. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'accessibilité des avocats, le fait que les stages ne sont pas rémunérés, donc ils seront très heureux de vous prendre, ne vous inquiétez pas. Donc de vraiment s'intéresser aux choses du droit. Vraiment, que ce soit en lisant des articles, que ce soit en faisant des stages, que ce soit même en allant à des colloques, en allant parler avec des professionnels, des dîners, débats, etc., etc. Et de vraiment essayer de sortir des cadres qu'ont imposé la fac de droit plutôt, des commentaires d'arrêt, des dissertations, on ne fait jamais ça. Donc vraiment de sortir de tout ça et d'essayer d'expérimenter le plus possible et de vraiment rester dans une filière qui vous plaît. Vous savez, le droit, c'est difficile quand vous n'aimez pas. C'est des pages et des pages, c'est de la pratique, c'est de la théorie, c'est de la réflexion, c'est un syllogisme juridique. Et si ça ne vous plaît pas, vous allez décrocher. Donc si ça ne vous plaît pas, je dis si ça ne vous plaît pas et que vous n'y arrivez pas, c'est normal. Mais si ça vous plaît et que vous n'y arrivez pas, c'est normal aussi parce que c'est vraiment... Clairement. Donc n'hésitez pas à changer. Le droit, c'est pas seulement la fac de droit, ça peut être la science politique, vous savez, il y a beaucoup plus de manières de rejoindre le droit qu'on ne pense. En allant en éco-gestion, les éco-gestions, ils ont un peu de droit, mais ils ont autre chose. De vraiment essayer de trouver quelque chose qui correspond à votre identité, à ce que vous voulez faire.
Exactement, c'est un très bon conseil que tu donnes parce que oui, il n'y a pas que la licence de droit qui mène au droit, il y a tout plein d'autres cursus, donc renseignez-vous dessus. Je crois qu'il y a AES aussi, enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'alternatives. En tout cas, tous les moyens sont bons pour parvenir à notre réussite. Il y a des DUT aussi, des DUT qui sont beaucoup plus encadrés et qui sont beaucoup plus... Ça donne moins de liberté parce que la fac, lorsqu'on commence, notamment en L1, on a vraiment cette fracture qui se fait avec le lycée. Exactement. Tout est encadré, tout est... Voilà. Et donc le DUT, les DUT et les BTS, même si on dit que ça infantilise un peu parce que tu as des horaires, tu as Internet, tu as ceci, tu as cela, ça permet d'être encadré le temps de c'est quoi 2 ans, 1 an ou 2, c'est 2 ans, et ensuite vous pouvez même rejoindre une fac de droit si ça vous plaît. Exactement. Donc vraiment ne pas avoir peur de la fac, mais ne pas avoir peur aussi de se dire que la fac n'est peut-être pas fait pour moi, j'aime le droit, mais j'ai trouvé un autre moyen d'accès. Il y a aussi des BTS notariat, je crois. Donc franchement, il y a beaucoup d'alternatives, il faut juste être bien renseigné, et c'est bien pour ça que ce média existe aussi. Donc là, on passe à la partie que moi je préfère. Donc c'est la partie plus concrète où on cherche le carrefour entre ce que tu entreprends et le droit. Donc déjà la première partie, ce sera sur le mannequinat. Est-ce que ta formation en droit, elle est utile à ce que tu fais dans le mannequinat, ou tu considères que c'est deux choses qui sont... Il y a une dichotomie entre les deux, donc c'est séparé? Alors c'est utile parce que je comprends mieux ce que je fais, parce que comme c'est un métier d'image, on fonctionne par contrat, donc j'ai énormément de contrats, même mon contrat avec mes agences, parce qu'on peut être représenté partout, et là c'est du droit du travail en France parce qu'on est salarié, mais lorsque c'est à l'étranger, c'est le droit des étrangers. Il y a de la double taxation, donc ça commence avec du droit fiscal. Donc on voit vraiment que le droit régit tout, et dans tous les domaines, même des domaines qui, de premier abord, n'ont aucun lien avec le droit. Lorsque tu es mannequin, tu ne dis pas qu'il y a un lien avec le droit. Et lorsque je suis dedans, et comme je connais le droit, eh ben, je vois qu'il y a du droit partout. Et donc oui, il y a quand même, je dirais pas qu'il y a une dichotomie parce que ça se rejoint vraiment. Ça se rejoint lorsqu'on a affaire à des accords, donc des contrats, lorsqu'on a à voir même certains autres types de relations avec d'autres personnes, etc. Le droit d'image, le droit de tout ça. Donc c'est quand même... Comment ça s'appelle? Quelque chose de digital. J'ai oublié, c'est un nouveau droit qui vient de... Du numérique. Voilà, du numérique aussi qui est très 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 présent. Oui. Donc voilà. Pour moi, ça c'est l'une des filières d'avenir d'ailleurs, le droit du numérique, parce que avec toutes les données personnelles, du coup avec l'intelligence artificielle, etc., on va commencer à vouloir réguler. On voit très bien aussi, il y a beaucoup de normes au sein de l'Union européenne et même à l'échelle nationale des pays à l'international qui commencent à vouloir réguler un peu tout ça. Donc honnêtement, voilà. J'ai dit ça au passage, mais pour ceux que ça pourrait intéresser, honnêtement, le droit du numérique, ça pourrait être vraiment très très intéressant. On en cherche beaucoup en plus. En plus, ouais, on en cherche de plus en plus, forcément. Il y a un enseignement que tu donnes souvent sur tes réseaux sociaux, c'est que c'est pas parce qu'on fait du mannequinat qu'on doit abandonner ses études à côté, ce que beaucoup de personnes pourraient penser, je pense, au vu des rémunérations mirobolantes qu'il pourrait y avoir. De toute façon, tu aurais l'occasion d'en parler. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé parfois de te dire mais en fait, le salaire que je me fais maintenant, en tout cas les revenus que j'ai maintenant, peuvent être ceux que j'aurai après à minima 5 ans d'études quand on fait des études de droit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en gros de vouloir abandonner, ou en tout cas de te dire, quand tu te poses des questions un peu sur la pertinence de tes études? Non, pas moi. Enfin, pas moi parce que je sais ce que je veux faire depuis que j'ai 9 ans. Donc je sais que j'ai toujours mis la priorité sur mes études, mes parents ont toujours mis la priorité sur mes études, et même mon agence met la priorité sur mes études. Parce qu'on sait que le mannequinat, c'est une très bonne manière de commencer sa vie, mais finir sa vie dedans, c'est pas facile du tout. Et surtout que j'ai corrigé, parce que je pense que même après 5 ans d'études, je pense que les sommes qu'on peut se faire dans le mannequinat, c'est fort possible qu'un avocat ne touche jamais de sa vie, parce que ça peut vraiment, avec les droits d'usage, les droits d'étrangers, etc., ça peut aller vraiment. Il y a certains mannequins qui peuvent se faire en une photo 100 000 euros. Ils peuvent se faire 100 000 euros, donc c'est vraiment des très grosses marges. Ensuite, oui, moi je pense que c'est très important de garder ses études, ou même pas de rester éduqué. De rester éduqué, parce que je pense que les études ne définissent pas toujours l'intelligence. Et même en arrêtant l'école, on peut continuer à apprendre. Et je pense que c'est important tout au long de sa vie de continuer à apprendre par les différentes manières, que ce soit des formations digitales, que ce soit par le biais de ses pairs, etc. C'est très important de continuer à apprendre, parce que souvent le mannequinat, on y rentre dedans parce qu'on a un joli physique, parce qu'on est beau, gloire à Dieu, mais on s'y établit grâce à d'autres domaines de prédilection. C'est pas seulement le profil. Il va y avoir le profil, il va y avoir la personnalité, il va y avoir les relations. Et donc c'est un peu plus compliqué qu'on le pense, qu'on le voit. Mais le problème, c'est que
on n'a pas le même physique tout le long de sa vie. C'est ça. Et on ne peut pas compter sur quelque chose d'aussi éphémère pour bâtir sa vie. C'est important d'être éduqué, d'être diplômé pour pouvoir rebondir et pour pouvoir même utiliser cette voie d'accès qu'on a pour être établi dans d'autres choses. Moi, je connais des mannequins, surtout que c'est un mythe de penser que les mannequins ne sont pas éduqués, parce que moi, j'ai des amis qui sont à Paris-Dauphine, qui sont à SAS, qui sont à Harvard. Les mannequins sont éduqués, les mannequins font des études. Si elles ne le font pas en présentiel, elles font en distanciel. Et qu'importe le boulot, hein, ça peut être, qu'importe même le métier envisagé ou même la formation qu'elles veulent faire, ça peut être même dans la décoration d'intérieur, il n'y a pas de sous-métier. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce diplôme. L'ère actuelle nous donne l'impression que les diplômes ne valent rien, c'est faux. C'est vraiment faux, je pense que c'est déjà un discours dangereux parce que ça affaiblit le rang des études dans la vie de tout le monde. Tout le monde ne sera pas influenceur, d'accord? Tout le monde ne sera pas influenceur, tout le monde ne sera pas millionnaire, tout le monde ne sera pas chef d'entreprise. C'est quelque chose qui est très, comment dire, ça change au futur des profils. Et de donner cette impression en faisant une vidéo TikTok de 3 secondes que les diplômes ne servent à rien, c'est faux. Et c'est dangereux. C'est important de devoir et de pouvoir rebondir, quelle que soit la fin de ta carrière, quelle que soit la voie que tu utilises, ou même si ça ne te plaît plus et que tu es en plein essor, pour pouvoir dire stop, mais en sachant que je ne vais pas me retrouver foutu parce que je vais pouvoir reprendre la fac, parce que je vais pouvoir travailler, parce que mon diplôme, mon niveau d'études me permet de faire ci, ça. Donc, je pense que c'est quand même très important parce que c'est une population jeune qui veut se lancer dans le mannequinat. C'est des personnes qui ont entre 14 et 26 ans au maximum. Après, il y a des cas isolés, mais je prends vraiment la moyenne. Et donc, c'est des personnes qui sont dans la fleur de l'enseignement. Ils sont au lycée, ils sont à l'université, ils veulent se lancer dans des BTS. Et donc, c'est important qu'ils sachent que c'est possible de concilier les deux. Ça demande de la discipline, ça demande une orientation claire, mais c'est possible. Tu prends le pas sur une question justement que j'allais te poser. Comment est-ce que tu fais pour jongler, ou en tout cas pour concilier, je pense que c'est un mot qui est plus pertinent, concilier tes études avec ta carrière de mannequin? Et est-ce que je peux appeler ça d'ailleurs une carrière, justement? Bah, moi je dis, quand je dis job étudiant, c'est vrai que j'amoindris. Oui. Parce que c'est vraiment que ça fait un petit moment que je suis dedans. Et je sais que j'ai quand même une carrière internationale. Je suis signée dans 6 ou 7 agences, donc j'ai 6 ou 7 représentants, grâce à un concours que j'ai fait sur un coup de tête. Et donc c'est une carrière, c'est un job, etc. J'aime amoindrir le fait parce que la plupart des étudiants, ils ont un job à Carrefour, ils ont un job moi c'est ça mon job étudiant. Donc c'est vraiment ça. Et ça me permet de faire une communication entre ce que je veux faire et ce que je fais actuellement. Et donc la chose qui est importante à souligner, c'est déjà de faire et d'être sûr de ce qu'on veut. Parce que souvent les personnes ont tendance à vouloir faire ce qu'on leur dit de faire. Déjà, pour pouvoir concilier les deux, concilier même un job artistique ou un job sportif à une formation universitaire ou une formation quelle qu'elle soit, c'est important de savoir où est ta priorité. Si moi, ma priorité, par exemple, c'est mes études. Donc, j'aligne tout avec mes études. Si ma priorité aurait été mannequinat, j'aurais aligné d'une autre manière. Donc, c'est vraiment important de savoir ce que l'on veut faire et d'avoir une direction claire. Par exemple, ce fait-là, ça me permet de parler même avec mes bookers, de parler avec les personnes qui me représentent, et ils savent lorsque je suis en off, on appelle ça en off, mais donc c'est lorsque j'ai des cours obligatoires où je ne peux pas être présente pour des shoots, pour des castings, etc. Et mes jours en on, donc les jours où j'ai peut-être des CM, ou des jours où je suis en vacances, où je suis vraiment totalement libre, ou des cours que je peux rater, etc. Si par exemple j'aurais mis l'accent sur ma carrière de mannequin, j'aurais juste peut-être choisi un autre statut. Dans ma fac, on a le statut étudiant salarié. Donc c'est une autre manière de faire, où j'aurais pu faire des études en distanciel. Ça m'aurait laissé une plage horaire incroyable pour pouvoir exercer ma profession. Donc c'est vraiment ça, savoir où on va et est-ce que ça nous convient. Parce que c'est important, sinon la motivation elle retombe. C'est ça. Il y a beaucoup de phrases qui percute dans mon esprit depuis tout à l'heure quand tu parles, et j'ai l'impression que justement ton expérience en tout cas dans le monde du mannequinat elle commence à mûrir d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a des leçons que tu as retenues dans ta carrière de mannequin? En fait c'est vraiment surprenant parce que j'aurais jamais cru qu'en commençant le mannequinat j'aurais pu apprendre autant de choses sur la vie en général et la vie en société. Déjà, l'une des choses que le mannequinat m'a permis de comprendre, et même si on se voit de la face, c'est que tout passe par les apparences. Tout passe premièrement par les apparences. Parce que vous savez, vous ne serez jamais reçu pareil
lorsque vous êtes bien présenté, c'est-à-dire que vous avez fait l'effort de vous apprêter, qu'importe vos revenus, qu'importe votre statut, mais vous avez fait l'effort de vous apprêter et d'avoir l'espèce de visuel de la case où vous y allez, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un événement à l'Élysée, vous avez mis un costume, vous serez beaucoup mieux traité que lorsque vous venez en jogging. Et l'importance de l'apparence, je l'ai compris dans ce milieu où tout est apparence. Et deuxièmement, l'importance des relations. Vous savez, un mannequin qui évolue, c'est un mannequin qui a un bon profil, c'est-à-dire que son physique plaît pour le moment, elle a une bonne personnalité, c'est-à-dire qu'on aime travailler avec elle, et elle sait gérer ses relations. Elle sait comment et où faire des relations. Elle sait que peut-être que cette relation va me servir pour le travail, mais elle peut aller beaucoup plus loin. C'est parce qu'il y a beaucoup de mannequins qui se lancent dans d'autres choses que le mannequinat. C'est-à-dire que son mannequin, en même temps, son scout. Donc, c'est elle qui gère les profils et qui cherche les profils, les nouveaux profils pour les agences de mannequinat. Elles sont bookeuses, donc c'est elles qui mettent en relation le client et le mannequin. Ou elles se lancent dans d'autres carrières, casting director ou vraiment autre chose. Elles se lancent dans le droit pour devenir le truc du numérique ou elles vont dans la comptabilité de leur agence. Donc, c'est vraiment pas la dernière des choses. Donc, vraiment, ces deux choses-là, déjà, c'est des choses qui me permettent d'évoluer dans mon quotidien. Et donc, je pense que c'est important quand même de le savoir. Même si on se dit que oui, on veut changer les choses. Moi, je pense que c'est une très bonne chose de vouloir changer les choses. Mais il y a une réalité qui fait qu'on ne peut pas, comment dire, je ne sais pas comment tellement utiliser, mais on ne peut pas abolir des codes qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qui ne sont pas bien, qui sont discriminantes, etc. Mais c'est en allant dans ces milieux-là qu'on arrivera à démolir. Par exemple, Martin Luther King, il était pasteur, il était, voilà. Mais pour pouvoir faire changer les choses en Amérique, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la politique. S'il serait resté dans son église à crier, il n'aurait aucun impact. Il a appris les codes de la politique et il les a utilisés à bon escient. Et c'est important d'utiliser les codes qu'on veut démolir avant de pouvoir en établir d'autres. Parce que la nature a horreur du vide. Donc si vous démolissez des codes, il va falloir en mettre d'autres. Et c'est l'expertise en fait qui change tout ça. En tout cas, on trouve un gros point de convergence dessus. En fait, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, donc c'est extrêmement satisfaisant. Je vois que je ne suis pas toute seule à le dire et tant mieux. Il y a une chose encore, enfin, je crois que j'ai dit 3 fois, mais je le répète à nouveau. Ce que j'aime beaucoup aussi dans tes contenus, c'est que, en fait, tu parles certes du milieu de la mode, du mannequinat, etc., mais pas juste pour en parler. En fait, il y a beaucoup de réflexions autour de ce milieu-là que tu mets en exergue, que tu mets beaucoup de points d'honneur dessus. Et le dernier que moi j'ai en tête, enfin la dernière petite mise à jour, on va dire, que j'ai en tête, c'est que dans ta création de contenu, tu as décidé de ne plus uniquement parler du mannequinat, mais de la mode en général. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste, si je peux dire, ce revirement? C'est très juridique comme terme, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, il y a le monde du mannequinat, il est relié au monde de la mode. C'est une industrie, c'est deux choses dans une industrie. Et c'est souvent en comprenant le milieu de la mode qu'on comprend le milieu du mannequinat. Parce qu'il s'influence énormément et surtout que ça n'a rien à voir avec le milieu séculier. Et lorsque tu veux comprendre le mannequinat, tu es obligé de comprendre la mode. Il y a des termes qu'on ne comprend pas. Par exemple, d'un point de vue extérieur, il y a certains mannequins, lorsque vous les voyez, la première chose qui vient à vos esprits, c'est comment est-ce qu'il a fait pour rentrer en agence et devenir mannequin lui. Parce qu'il ne colle pas du tout avec les standards de beauté de la société, quelle qu'elle soit. Il y a des standards de beauté beaucoup plus européens, beaucoup plus africains, etc. Mais vous voyez vraiment une rupture entre les mannequins que vous voyez et qui confirment vos statuts et vos pensées, comme par exemple Kendall Jenner, Jadid, Adutatek, etc. Lorsque vous voyez la fille grande, la fille mince et la fille belle. Mais il y a d'autres mannequins qui véhiculent d'autres messages, comme Mamoire, d'autres mannequins que vous ne connaissez pas encore, que vous ne connaissez pas ou qui sont connus que dans le milieu, qui véhiculent autre chose. En fait, le milieu de la mode est tellement vaste et il s'inspire de tellement de choses et il veut poursuivre autre chose que la beauté standard. Parce qu'il y a une beauté qui est très sociétale et il y a une beauté qui est beaucoup plus individualiste, qui est beaucoup plus dans les détails mais qui reste belle. Parce qu'on a essayé de nous mettre dans des cases de ça c'est beau, ça c'est pas beau, quand t'es lèvres pulpeuses t'es belle, quand t'as ceci t'es belle, etc., etc. Mais l'industrie de la mode cherche une autre définition à certains termes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de collections qu'on trouve assez farfelues, la haute couture qui défile les doigts de la mesure, etc. Parce qu'elle cherche autre chose. Et souvent c'est très intéressant en fait, de comprendre le milieu de la mode afin de comprendre le milieu du mannequinat. Parce que souvent, il y a des choses qu'on trouve injustes,
parce qu'on les voit comme ça, alors que c'est des choses qui sont d'usage et qui sont explicables au vu du milieu. Ouais. Par exemple, si tu vois une fille limite avec une micro-jupe dehors, tu vas dire c'est scandaleux. Mais si tu la vois sur un podium, tu vas dire que c'est scandaleux. Mais tu vas dire, ah, c'est la mode, c'est normal. Ouais. Il y a des choses qui sont expliquées par le milieu de la mode, mais qui n'ont pas de définition propre au milieu de la société. Et donc c'est important, je pense, de pouvoir expliquer les deux pour que les personnes puissent comprendre. Écoute, tu vas aller là, mais il va falloir que tu comprennes ça. Est-ce que ça te plaît? Si ça te plaît, d'accord, bah vas-y. Si ça te plaît pas, ok, fais autre chose. Il y a vraiment toute une philosophie autour du sujet et c'est hyper intéressant. Bah, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond qu'on pense. Exactement. Et c'est normal parce que souvent, il y a certains métiers, notamment les métiers créatifs, qui sont vus comme très faciles. C'est-à-dire que même les créatrices de contenu, lorsque tu les vois, elles sont assises et elles rigolent, etc., on se dit que lui, c'est facile. Ouais, il suffit juste, fais-le. Ouais, fais-le et on verra si c'est autre chose. Ça rallie du sociétal, de la philosophie, de la psychologie humaine, de la création, etc. C'est autre chose. Et le mannequin, c'est pas seulement celui qui vient, qui pose comme ça, c'est autre chose. Oui, clairement. Il y a tout un envers du décor dont on n'a pas forcément conscience. Oui, donc il y a toute une philosophie, en tout cas, que tu mènes sur le sujet, c'est hyper intéressant. Et comme j'ai dit, en vrai, ça nous permet de voir vraiment autre chose parce que le droit, souvent, bon, déjà, moi, je considère que c'est une filière hyper intéressante, mais qu'elle est très austère et je dirais pas. Enfin, c'est très étroit, voilà, on s'en tient toujours de manière générale au même domaine. Ça va être le droit des affaires, ça va être le droit, et encore le droit des affaires c'est très large en vrai, mais ça va être du droit des sociétés, de la fusion-acquisition, du corporate M&A, bref, ça va tout être les mêmes domaines. Et donc là c'est une autre manière aussi de voir quelqu'un qui fait du droit mais qui s'engage dans quelque chose de beaucoup plus créatif. Alors que le droit, j'ai l'impression que souvent c'est de la reprise de choses qu'on a déjà vues ou qui sont vraiment très classiques et qu'on fait avec ça. Donc voilà, c'est très inspirant en tout cas. Et justement, pour permettre peut-être à d'autres personnes de pouvoir s'inspirer sur ce point-là, est-ce que tu penses, une fois que tu auras, on va dire, abouti dans ta carrière professionnelle en droit, continuer en parallèle le monde du mannequinat et de la mode, le concilier d'une certaine manière ou vraiment faire une rupture entre les deux? Je pense que lorsque j'aurai fini mes études et commencé une vie professionnelle plus axée sur mes études, je pense que je continuerai le mannequinat, mais d'une manière tout autre. Okay. Parce que le mannequinat, tu peux faire du mannequinat en étant booker, scout, en ouvrant une agence même de mannequinat, c'est d'autres choses. On n'est pas obligé juste d'être mannequin. Oui, donc je pense que je vais essayer de concilier les deux, parce que c'est des domaines qui m'intéressent beaucoup, parce que en rentrant dedans, par contre, tout hasard, j'ai pu voir quand même un milieu beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Okay. D'accord. Je pense que c'est un milieu qui peut être très bon lorsqu'il est bien utilisé, lorsqu'il est bien compris. Lorsque c'est toi qui te sers du mannequinat et pas le mannequinat qui vient te broyer, etc. Okay, ouais. Donc je pense que c'est important je pense que je pourrais concilier les deux. Dans un point de vue beaucoup plus juridique, on va dire ça comme ça. Je pense pas que je ferai toujours des campagnes, toujours des choses comme ça, arriver à 35 ans, mais on verra. Okay. Je pense que je vais réussir à concilier les deux. Ok, c'est hyper intéressant à savoir. Et justement, est-ce que jusqu'à présent, il y a des défis que tu as pu rencontrer dans cette, je sais pas si je peux appeler ça industrie de la mode, mais est-ce que il y a des défis pour que tu arrives là où tu es aujourd'hui, que tu as dû accomplir, que tu as dû combattre? Disons, c'est comme lorsque tu disais qu'il y a souvent les mêmes profils qui se répètent en droit. Souvent, c'est le problème de beaucoup de choses, c'est que le résultat vient avec des sacrifices. Et souvent, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits dans le milieu du mannequinat notamment. Il y a des choses que tu vois pas pareil. Par exemple, moi j'ai eu pour le mannequinat, pour avancer, etc., j'ai eu à arrêter certains de mes jobs parce que je peux pas, parce que j'ai l'école, etc. Donc j'ai aussi déjà l'obstacle des études qui me pousse quand même à restreindre mon activité. Je peux pas être présent full-time dans tous les pays parce que exercer à des études, exercer à faire ça, exercer à des castings, exercer à des partiels, exercer à des galons d'essai. Donc il y a déjà cette barrière-là. Et il y a aussi, disons, que je suis chrétienne, d'accord? Moi, je sais pas, on doit dire, je suis chrétienne aussi. Et il y a aussi ce côté religieux. Et même ce côté juste éveillé que j'ai. Je ne peux pas me permettre, au vu de ce que je veux faire, de ce que je vis, de faire tout et n'importe quoi.
D'accord, lorsque je vise tout et n'importe quoi, c'est pas seulement la lingerie. D'accord, la lingerie, le maillot de bain, etc., le nu. Je pense que les personnes qui le font, elles ont leur raison et je ne juge pas du tout. Moi, je ne le ferai pas parce que je sais que lorsque, je sais pas, c'est pas très glamour de voir ça député en truc. Ça arrive à deviner, je vais pas aider mes concurrents. Mais moi, je ferai pas ça. Et d'autres choses, par exemple, le milieu de la mode, il est souvent affilié au milieu de la fête. On dit ça comme ça. Oui, moi, déjà, je suis pas une très grande fêtarde. Mais il y a souvent ces choses-là, parce que c'est souvent des forts moments de réseau, de networking. On se rigole et tout, mais dans les fêtes, mais il y a beaucoup de networking. Mais cette barrière-là que moi, je me suis donnée, il y a certaines fêtes où je vais y aller parce que je sais que c'est vraiment du networking. C'est-à-dire que les After Fashion Week, de certains After Fashion Week, par exemple, c'est du networking pur. Okay. Mais il y en a d'autres où non. Je vois très bien venir en plus. En fait, je pense qu'il faut être lucide. Le milieu, il est beaucoup plus difficile lorsqu'on est lucide. On va dire ça comme ça. Lorsqu'on est au courant des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'on peut faire mais différemment. Et je pense que c'est ces barrières-là qu'on s'impose déjà à nous-mêmes, parce qu'il y a des barrières qu'on s'impose à nous-mêmes et qu'on accepte et qu'on assume de manière consciente. Et il y a d'autres barrières qui nous sont imposées, que ce soit par nos parents ou par ce que l'on pense ou ce que la société nous dit, qui sont beaucoup plus facilement délogeables, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important de dire et de mettre des limites sur les choses qu'on veut. Par exemple, par exemple, moi je fais pas de lingerie parce que je ne veux pas parce que ma religion m'impose ça, parce que je ne veux pas. Il y en a d'autres, par exemple, qui ne vont pas le faire parce que leurs parents ont dit non. Arrivé à 18 ans, là, ça commence à un peu vaciller, etc. Donc, c'est important d'être droit, en fait. Il y a ces différentes barrières-là. Après, j'ai une très bonne agence. Je suis vraiment contente de l'agence qu'on m'a donnée. Donc, j'ai jamais eu tous ces déboires qu'on voit dans le milieu du mannequinat. On te force à maigrir, on te force à... Je sais que je dois être in shape parce que c'est un milieu d'apparence et on me book avec une certaine apparence. Et donc, c'est cette apparence-là que je vais donner. Mais j'ai jamais eu cette pression de la shape, on appelle ça la shape, cette pression de la shape, cette pression de battre la concurrence, parce qu'il y a énormément de concurrence au milieu du mannequinat, qu'elle soit présente. La plupart des concurrences présentes, ça va être lors des castings ou lors des Fashion Week. Après, il y a la concurrence beaucoup plus muette, et là, ça va être lorsque tu es en option sur certains shoots, etc. Mais sinon, ça va. Donc, j'ai ces barrières-là et ces difficultés de l'école, qui ne me permettent pas d'être en full-time, peut-être plus de ma religion et de l'éveil, de ce que je veux faire, ce que je sais que je ne dois pas faire. Donc, ça va être les deux principales choses. Ok. Franchement, c'est bon à prendre pour toutes les personnes qui veulent concilier les études de droit avec le monde du mannequinat. Voilà tous les conseils que Exaucé donne. Et justement, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux pour donner ton point de vue et toute ta philosophie autour du mannequinat. Comment tu perçois le rôle des réseaux sociaux dans le monde du mannequinat? Est-ce que justement ça permet à plus de personnes d'y avoir accès? En fait, c'est gris. C'est vraiment gris parce que c'est une manière. Les réseaux sociaux, c'est vraiment génial. Il y a un côté très accessible, très sociétal. Ça te permet d'avoir un réseau à networking. Je connais des personnes en Côte d'Ivoire, je ne suis jamais allée. Donc, c'est vraiment génial. Et pour le mannequinat, c'est pareil. Ça te permet d'avoir accès aux agences, aux différents acteurs comme les Mother Agents, aux scouts, aux concours, etc. Ça te permet d'avoir un véritable accès et une accessibilité du réseau qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'on peut même te repérer sur les réseaux sociaux. Maintenant, la chose qui va être beaucoup plus dangereuse, on va dire ça comme ça, c'est que il y a énormément d'arnaques liées aux réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, c'est lié aux réseaux sociaux dans le mannequinat. C'est que la population qui s'intéresse au modeling, au mannequinat, c'est une population très jeune. Donc ça va être des personnes qui sont très naïves, très crédules, et souvent, ils n'ont pas cette intelligence de faire attention. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se jouer d'eux par le biais de concours frauduleux ou par des coachings qui valent rien du tout, ou même par être la cible de prédateurs. Parce qu'on rigole, il y a un très bon aspect du mannequinat où ça permet d'avoir de l'argent, d'être exposé, de voyager, etc., etc. Mais il y a un côté beaucoup plus sombre, comme dans toutes les industries, où il y a énormément d'abus financiers, d'abus sexuels sur des personnes jeunes. Donc il y a vraiment cette chose-là aussi liée aux abus, aux deux types d'abus.
qui sont très accessibles aussi pour eux, parce qu'on utilise énormément les réseaux sociaux. Même lorsque tu es un mannequin confirmé dans des agences, tu utilises les réseaux sociaux, c'est un book ouvert. Ça permet aux clients et aux agences qui veulent te recruter de voir ta vibe, ton aura, tes shoots. Tu sais poser, ok, mais c'est quoi ta personnalité? Est-ce que tu es marrante? Est-ce que, je sais pas, tu fais partie d'une association? Est-ce que tu es intelligente? Est-ce que, voilà, ça permet vraiment aux personnes déjà de rentrer en contact avec toi et en contact avec ce que tu dégages. Et pareillement pour les agences, parce que ça leur permet de promouvoir leurs mannequins, de montrer avec quel genre de clients ils travaillent et de repérer de nouveaux mannequins. Donc c'est vraiment très 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 bénéfique, mais il y a un côté quand même assez sombre lorsqu'on ne fait pas attention qui peut vraiment prendre le devant. C'est vraiment, on en parle, hein, et souvent lorsque les personnes, j'allais dire les personnes âgées, mais pas du tout, même les autorités qui sont sous nos vies, les parents, etc., lorsqu'ils apprennent que tu es de mannequin, il y en a certains qui vont vraiment te pousser, mais il y en a d'autres qui vont dire fais attention, il y a beaucoup d'abus, les gens violent les gens, les gens volent les trucs. Et c'est vrai, les deux sont vrais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même gris. Ok, mais de toute façon, le monde de manière générale n'est pas noir. Je trouve que c'est gris. C'est pour la question en vrai que je finalise un peu le truc. Dans cette volonté justement de conseiller les personnes qui veulent se lancer dans le mannequinat, depuis quelques temps, tu proposes aussi des accompagnements personnalisés. Donc là, c'est vraiment ton moment. Fais ta pub, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, etc. Et comment te contacter aussi pour en bénéficier. Ok, donc pourquoi est-ce que j'ai lancé mes accompagnements personnalisés? Et j'insiste sur le fait que c'est pas une formation. Parce que pour moi, une formation doit normalement pouvoir te lancer directement dans le milieu. Lorsque tu fais une formation, qu'apporte la formation, à la fin, tu peux commencer à travailler directement. L'accompagnement personnalisé, il est beaucoup plus général, on va dire ça comme ça. C'est vraiment un moyen de comprendre le milieu du mannequinat, de comprendre ses voies d'accès et d'avoir toutes les phases pour pouvoir te représenter toi-même ou encore trouver un représentant. Comment les contacter, où les trouver, etc. etc. parce que c'est un milieu qui m'a beaucoup apporté. Je pense que j'ai eu des clés dedans que j'aurais pas eu si j'aurais été serveuse. D'accord, que j'aurais eu peut-être un peu plus tard, etc. Il n'y a pas de sous-métier, hein. Être serveuse, c'est génial. Donc vraiment, c'est pas autre chose, mais c'est un autre enseignement. Et donc j'ai vraiment mis ça en place parce que je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas le milieu du mannequinat et comme ils ne connaissaient pas les choses, c'était des proies faciles. C'était des proies faciles aux espèces de charlatans, c'était des proies faciles aux manquements parce que souvent, lorsque tu réussis à rentrer dans une agence, ce qui est l'étape la plus facile, alors que c'est une étape vraiment difficile, hein, rentrer dans une agence, mais dans une carrière de mannequinat, la carrière d'un mannequin, c'est l'étape la plus facile de rentrer dans une agence. Mais on ne connaît pas le milieu du mannequinat. Lorsqu'on parle de mannequin, on voit que les filles d'1m75 et qui font du 34, alors qu'il y a un mannequinat beaucoup plus commercial qui est fait pour tout le monde, où tu vois des curvy, où tu vois d'autres types de profils qui te ressemblent beaucoup plus, et c'est un mannequinat beaucoup plus accessible. Les gens ne connaissent pas, les gens ne savent pas comment faire, et donc je me suis dit, bon, autant pendant 3 heures, je leur explique ce milieu-là, je les mets en garde contre les dangers, je leur parle des moyens d'accès, de la représentation seule, comment trouver des castings même lorsque tu n'as pas de représentant, comment gérer sa carrière, comment gérer le relationnel, ton apparence, tes réseaux sociaux, tout ça en fait, une espèce de synthèse générale du milieu du mannequinat, mais poussée parce qu'elle est personnalisée, parce que je te parle de ton profil, si tu es fashion, je vais te pas dire ça, si tu es commercial, je vais te dire plutôt ça, et les contacts que je vais te donner par la suite seront tout autres. Et pour y bénéficier, c'est tout simple, c'est sur mes réseaux sociaux. Donc que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, ce sera sur un Linktree et vous aurez la chance d'y participer. Après, il y a différents aspects. Il y a soit le distanciel, soit le présentiel. Le présentiel, il va se faire beaucoup plus rare parce que c'est vraiment toute une autre organisation que le distanciel. Donc le présentiel, il sera 2-3 fois, enfin une fois tous les 3 mois. Hein. Alors que le distanciel, je vais essayer de le rendre beaucoup plus régulier, donc mensuel. Les places sont limitées et j'en rajoute pas. Parce que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de gérer tout ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas disponible. C'est quelque chose qui n'est pas disponible et toute personne qui s'intéresse au milieu du mannequinat et qui a essayé de contacter un mannequin sait qu'ils ne répondent pas. Et ils ne répondent pas parce que c'est pas leur travail. Et souvent, ils n'ont pas les connaissances. Parce qu'un mannequin, il vient faire son travail, après il rentre chez lui. Il n'est pas là pour savoir comment sont ses contrats, comment est-ce que c'est... Non. Donc c'est vraiment... pour ça que je vais le faire, c'est vraiment le guide de comment devenir mannequin et comment évoluer dans sa carrière. En 2 phrases, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est très important de le faire parce que comme tu as dit, et c'est bien aussi de réussir à identifier quelle est la tranche d'âge pour davantage adapter ton contenu. Et c'est une question que j'allais poser en plus, mais finalement,
Tu y as répondu, c'était comment tu faisais à chaque fois pour personnaliser un peu tes AP en fonction du profil de chaque personne. Ben, tu l'as dit, en vrai, ça dépend si la personne veut faire du mannequinat commercial. C'est ça, et même c'est physique, parce que le mannequinat, c'est du profil. C'est-à-dire qu'il y a une personne que je peux voir et me dire que cette personne, elle a plus un profil commercial, mais ce sera beaucoup plus facile pour elle en Italie qu'en France. En France, elle va galérer, tout le monde ne la prendra pas, ou elle va attendre des années pour qu'une personne décide de lui offrir une chance sur un coup de tête. Alors qu'en Italie, je sais qu'elle ressemble un peu à l'italienne lambda, où en Italie, ils sont très ouverts niveau mode aux personnes noires. Donc je sais que si je propose des agences en Italie, elle a beaucoup plus de chances d'être prise. Surtout que le mannequinat, tu n'es pas obligé d'être dans le pays de ton agence de mannequinat pour pouvoir travailler. Donc ça va être ça, en fonction, je lui pose énormément de questions, ils ont presque 10 questions à répondre, après c'est plusieurs lignes de, voilà, et je demande leurs réseaux sociaux, parce que je leur parle en amont sur les réseaux sociaux si j'ai besoin d'autres choses, je leur demande des photos, donc je sais à peu près à qui j'ai affaire. Donc c'est ça qui me permet de personnaliser la chose. C'est que je dis, il y aura peut-être un ensemble global, parce que les règles du mannequinat c'est les mêmes pour tout le monde, mais il y aura de la personnalisation dans le fait que pour toi ça va être plus être ça. Et je te le dis clairement, dans les milieux, dans tout ce qui est personnalisé, j'ai une liberté de parole que j'ai pas sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, mon agence elle regarde, les professionnels ils regardent, je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire parce qu'il y a des choses qui sont pour les professionnels, que je peux donner à petite dose aux personnes qui sont particulières, qui vont leur faciliter la vie, mais qui vont imposer aux professionnels de « Ah oui, il connaît nos secrets en fait ». C'est ça. Et donc c'est autre chose. Donc c'est vraiment autre chose. Ça me permet vraiment d'être plus proche des personnes et de les aider vraiment, pas seulement parce que lorsque je te fais une vidéo, je peux pas te dire ah toi tu fais ça donc non, je peux pas dire ça, ça va être général, ça va être pour tout le monde. Et ça permet de donner des vérités qui ne passent pas, parce qu'il y a beaucoup de vérités du milieu du mannequinat qui ne passent pas, qui ne passent pas au vu de notre génération, au vu des personnes qui sont des illusionnelles. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans une vague de démocratisation de plein de choses et je te rejoins sur ça qu'il y a beaucoup de critères, je pense, qui passeraient pas trop, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là où, en tout cas, tes accompagnements personnalisés ont vraiment leur place. L'ultime question que je poserais, c'est au vu de tout ce que tu entreprends, donc moi c'est comme ça que je t'identifie, mais je t'entendrai mannequin et entrepreneur, parce que pour moi et la création de contenu et faire des accompagnements personnalisés c'est de l'entrepreneuriat, parce que tu apportes une solution à des personnes qui en ont besoin. Est-ce que tu as une citation ou des valeurs, ça peut être l'un, l'autre ou les deux, qui t'inspirent ou en tout cas qui te guident un peu dans ton quotidien? Les valeurs c'est facile, parce que ça va vraiment être tout ce qui est honneur, tout ce qui est respect, et respect des individus et respect de soi-même, et tout ce qui est vision, d'accord? Tout ce qui est vision, parce que la vision, je trouve qu'elle va avec l'ambition. Il faut être très ambitieux, même lorsque vous faites des choses qui paraissent faciles, parce que ce qui est dommage avec le métier créatif, c'est qu'il donne l'impression d'être facile. Donc tout ce qui est ça, il faut qu'il y ait une vision derrière. Apprenez à faire des choses, pas seulement pour les faire, mais à tirer le profit, à aller voir beaucoup plus loin. Ce qui m'inspire, ça va être un verset biblique. Et j'ai oublié la référence, mais ça, en gros, ça dit que ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et je pense que c'est ce qui doit être fait dans la vie de tous les jours. Parce que lorsqu'on est dans un domaine, moi je vise l'excellence. L'excellence est l'une des bases de ma religion et de ce que je suis. C'est l'excellence. Parce qu'il faut savoir qu'on ne suit jamais les conseils d'une personne médiocre. On ne suit jamais les conseils d'une personne médiocre. Lorsqu'on a suivi des personnes tout au long de l'histoire et lorsqu'on sort même de la religion, lorsqu'on va dans les domaines politiques, on a suivi des personnes excellentes. Et c'est cette excellence qui attire les personnes. Et penser qu'on peut être inspirant lorsqu'on est médiocre, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Il faut toujours se pousser et pas trouver des excuses. Il ne faut jamais trouver des excuses. C'est pour ça que j'apprends des codes pour pouvoir des codes qui ne me plaisent pas spécialement, mais pour pouvoir les abolir, il faut connaître les codes. Il faut sortir des excuses. Toujours des excuses. Oui, je ne peux pas parce que ceci, je ne peux pas parce que... Souvent, le problème de beaucoup de choses, c'est que vous ne pouvez pas déjà parce que vous ne vous conditionnez pas à le faire et parce que vous n'avez pas les capacités de le faire. Vous savez, il y a des choses, il y a des voies d'accès qui s'ouvrent lorsque vous êtes excellent. Parce qu'il y a des moments où il y a des personnes, des cadres supérieurs, des managers, des patrons qu'on déteste.
mais on ne peut pas se passer d'eux parce qu'ils sont excellents. Comme l'inventeur d'Apple. L'inventeur d'Apple, c'était un hippie, il puait en plus, tout le monde disait ça. Tout le monde, les personnes qui travaillaient avec lui ne l'aimaient pas spécialement. Mais c'est Steve Jobs. Qui va dire non à Steve Jobs? Pourquoi? Parce qu'il est excellent dans son domaine, parce qu'il a réussi à s'établir. Et c'est pareil, qu'on soit une femme, qu'on soit issu d'une minorité, etc. C'est vrai que ça peut être beaucoup plus difficile. Mais lorsque vous êtes excellent dans un domaine, on ne peut pas se passer. Exactement. C'est vraiment ce que je répète tout le temps et je l'ai dit même dans une interview aussi qu'on m'a faite. Je disais exactement que tu peux pas vouloir combattre le système ou en tout cas abolir certaines normes du système si tu ne le connais pas déjà. En fait, il faut le maîtriser pour ensuite réussir à tout simplement mettre le point d'honneur sur des choses qui ne vous plaisent pas. Mais si tu ne le connais pas, tu ne te donnes pas les moyens déjà de rentrer dans le système, en fait, ta voix ne peut pas peser sur le marché, tout simplement. C'est ça. Et souvent, ce qui me fait vraiment rire, c'est que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Vous savez, la politique, c'est pas seulement l'Assemblée, le Sénat, etc. La politique, c'est tout autour de nous. Il y a de la politique locale avec les maires, les villes, etc. etc. Et les gens ne s'y intéressent pas alors qu'elle est facile d'accès. Et la chose qui est vraiment triste, c'est que par exemple, dans la création de contenu, une fille qui danse aura beaucoup plus d'abonnés que quelqu'un qui vous explique la politique locale et qui vous explique vos droits, vos devoirs et qui vous offre des voies d'accès. C'est-à-dire que la fille qui danse pendant 15 secondes, elle va avoir plus de réactions que la fille qui vous dit que vous pouvez intégrer le droit en allant dans un DUT et vous pouvez faire des passerelles, vous pouvez faire ceci, cela, vous pouvez faire des stages dans des grandes enseignes, vous n'êtes pas obligé de vous limiter, elle aura beaucoup moins d'impact que cette fille-là. Et souvent, la chose qui me fait rire quand ils ne s'intéressent pas à la politique, c'est que vous vous plaignez de ne pas avoir de liberté, d'avoir des taxes tout le temps, d'avoir un gouvernement et des lois qui ne vous plaisent pas, mais lorsqu'il s'agit de vous lever, d'aller voter, vous ne voulez pas. C'est ça. En fait, vous plaignez d'un système dans lequel vous ne voulez rien faire changer, parce que vous voulez juste parler, vous ne voulez pas faire changer les choses. Parce que si vous voulez faire changer les choses, moi je suis vraiment désolée, avec tous les jeunes qui parlaient de Jean-Luc Mélenchon, si eux tous ils s'étaient levés pour aller voter, ils auraient gagné. Ils auraient gagné, ça c'est sûr. Et ça, c'est vraiment des choses que... Il y a une différence entre la volonté et l'action. Et c'est ce qui va beaucoup faire balancer les choses. Parce que tout le monde veut être riche. Personne s'est levé le matin et s'est dit... Tout le monde n'est pas forcément ambitieux. Et ça, c'est tout à votre honneur. Vous n'êtes pas obligé d'être ambitieux. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être établi ou, on va dire, tout le monde veut être bien financièrement. C'est-à-dire manquer de rien, pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire tous les sacrifices. Exactement. Il y a certains métiers qui sont beaucoup plus payés que d'autres. D'accord. Et là, je sors du milieu digital, hein, des créations de contenu ou tout ce qui est maquillage, mais genre le milieu séculier, il y a certains, par exemple, les notaires sont mieux payés par exemple que par exemple les commerciaux. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes études. C'est pas la même chose. Un notaire, il a fait ses 3 années de licence de droit ou son BTS en droit notarial. Il est parti faire son master, sa spécialisation. Il s'est tapé tous les stages. Il prend des livres comme ça. Lui, parce que c'est un sacrifice qui se fait, un sacrifice peut-être intellectuel, mais c'est un sacrifice qui se fait. Ça reste un sacrifice et souvent, c'est ça. Il faut apprendre à se sacrifier pour ses rêves et pour ses ambitions. Et ça, c'est des choses que c'est difficile, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Et je le comprends. Et je le comprends, mais je pense qu'il y a quand même un pas entre les excuses et l'action. Exactement. C'est tellement beau d'entendre tout ça, honnêtement. Et je pense que je n'ajouterai rien sur ces belles paroles que on vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette interview qui, je l'espère, je pense qu'Exaucé aussi, vous aura plu et beaucoup inspiré. Ouais. Et voilà, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Exaucé Ayam, et nous c'est Destinée Juriste. Et puis voilà. Salut. Au revoir.